de développer réflexion au travers de travaux de recherche, mais aussi dialogue. Et pour ces dialogues, nous voulons faire appel à des acteurs variés, que ce soit des chercheurs de sciences politiques, de sciences économiques, de business, de relations internationales, mais aussi des dirigeants d'entreprise, des responsables politiques ou des acteurs de la société civile. Nous pensons que c'est en mélangeant les diversités d'opinions que nous pourrons mieux aborder ces défis contemporains de la géopolitique et peut-être pouvoir donner des solutions à certains problèmes. Donc l'Institut aura très prochainement un site web sur lequel vous pourrez trouver nos travaux de recherche au travers de rapports, de policy papers, d'impact papers, sur des thématiques qui sont les nôtres, liant géopolitique, géoéconomie et business international, mais aussi nos rencontres. Donc nous aurons un certain nombre de rencontres, une série webinars en anglais et en français, qui sera aussi disponible sur le site, ainsi que des tables rondes et des conférences dans nos campus. C'est dans ce cadre et avec l'aide de la Fondation que nous avons décidé de faire notre première rencontre sur le thème qui nous paraissait important et qui est important pour nous tous aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'accès public, c'est-à-dire cette question de la régulation de l'IA. L'IA générative n'est qu'une seule facette de cette révolution technologique. On trouve des applications de l'IA de façon omniprésente dans notre vie de tous les jours, que ce soit par la publicité personnalisée sur les plateformes, le guidage des drones dans le militaire, ou alors encore les implications de l'IA dans le domaine de la santé, que ce soit dans le suivi des patients ou le développement de vaccins. Donc on peut dire que l'IA est maintenant devenue incontournable et de plus en plus un enjeu de pouvoir. Cette discussion autour de l'IA se fait au niveau global, comme en témoigne le sommet qui va avoir lieu dans quelques jours à Paris, les 10 et 11 février, et où les discussions sur la régulation de l'IA seront certainement au cœur des sujets. C'est donc sur cet aspect spécifique que nous avons décidé de nous concentrer, donc la régulation de l'IA, car ça soulève des questions fondamentales. Doit-on réguler l'IA ? Peut-être devrait-on dire peut-on réguler l'IA ? Et si nous devons réguler l'IA, comment concilier respect de l'éthique, des institutions démocratiques et en même temps évolution des nouvelles technologies et soutien économique ? Donc pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'avoir réuni un groupe de panélistes d'excellence avec des angles de vue très différents, qui nous permettront d'aborder le sujet sous différents angles, que ce soit le rôle des pouvoirs publics, la transformation digitale, les enjeux technologiques et aussi l'implication géopolitique. Notre premier intervenant, Monsieur Jean-François Copé, homme politique, ancien ministre, maire de Meaux, mais aussi coécrivain d'un ouvrage sur l'intelligence artificielle intitulé « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» Donc je vais bien entendu lui laisser la parole pour développer sa vision en ce sens, mais pour vous donner une petite idée dans cet ouvrage, Monsieur Jean-François Copé répond à son co-auteur Laurent Alexandre, qui développe ses inquiétudes, ses craintes quant à l'impact de l'IA sur justement les institutions démocratiques. Et la position de Monsieur Jean-François Copé est pour un rôle renforcé du politique dans le sens de la régulation, mais bien entendu, il vous en dira plus. Donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous remercie encore d'être présent parmi nous ce soir pour cette première rencontre de l'Institut Géopolitique. Je ne doute pas que les échanges de nos pénalistes vont nous aider à mieux comprendre ce sujet complexe et les défis auxquels nous allons faire face quand on parle de régulation de l'intelligence artificielle. Donc merci beaucoup. Et je passe maintenant la main à M. Jean-François Copé. Merci beaucoup. Non, oui, voilà. Si, ça marche. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous en cette fin de journée. Je ne vais malheureusement pas pouvoir assister à vos débats parce que je suis invité à faire quelque chose qui n'a rien à voir, encore que, parce que je dois participer à un débat juste après, c'est le charme des agendas, sur les 10 ans de la loi qui a
dont je suis le co-auteur avec Marie-Jo Zimmermann, qui a permis la parité dans les conseils d'administration des sociétés françaises et qui fait de la France numéro 1, voilà, exactement, mondial. C'est sympa, il y a même des hommes qui applaudissent, j'y suis sensible. Mais je suis très heureux d'être avec vous pour le début de cette session, d'abord pour le lancement de cet institut, qui est un magnifique projet de cette très belle école qui est Subdeco Paris. Deuxièmement, parce que nous sommes, nous, en partenariat avec la Fondation Prospective Innovation, que Jean-Pierre Raffarin préside et à laquelle j'ai beaucoup de chance de participer, pour essayer justement de diffuser un certain nombre de concepts. Et Dieu sait si nous avons besoin dans cette période de temps en temps d'intellectualiser un peu le débat pour prendre un peu de recul et essayer de mettre sur la table un certain nombre des sujets qui sont, me semble-t-il, parfois traités de manière un petit peu trop superficielle, là où il faut passer probablement plus de temps dessus. Parmi ces sujets, je ne vous fais pas un dessin, l'IA, évidemment, est un point absolument essentiel. Vous l'avez rappelé, j'ai écrit il y a quelque temps avec Laurent Alexandre un livre qui s'appelle « L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» qui était une manière pour moi en fait d'interpeller les responsables politiques, car j'étais très frappé, et je le suis finalement toujours, de voir la difficulté qu'ont les responsables publics à s'emparer de ce sujet, alors que, de mon point de vue, c'est une découverte humaine qui est en fait systémique, c'est-à-dire qu'elle est pour moi un élément de transformation absolument majeur de l'humanité, comme a pu l'être le feu, la machine à vapeur, l'électricité, enfin bref, des transformations systémiques qui sont absolument majeures et dont je trouve qu'on ne parle que de manière un petit peu trop superficielle, alors que les entrepreneurs, les chercheurs du monde entier, je vais y revenir dans un instant, ont eux développé dans ce domaine des approches qui sont extraordinairement modernes et parfois transgressives. Donc inutile de dire que le sommet qui va avoir lieu dans quelques jours à Paris va être évidemment intéressant et important. Moi, je suis heureux qu'il se fasse à Paris parce que c'est une manière de rappeler aux Américains et aux Chinois que l'Europe est certes très en retard, mais que la prise de conscience de ce retard doit aussi constituer pour nous un wake-up call. En tout cas, c'est évidemment l'objectif, et c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillons. Quelques mots très rapides par rapport à tout ça. D'abord, pour vous dire que je crois que nous avons tous parfaitement conscience, et on le dit tous les jours, des risques de l'intelligence artificielle au mauvais sens du terme. Et en plus, on a toujours tendance en Europe à faire la liste des risques et des non-possumus avant de passer tout de suite aux potentialités. Donc moi, je vais les rappeler pour mémoire très vite, mais ensuite, on va passer à l'autre étape. Les risques qui sont connus. C'est un risque systémique, les cyberattaques, la désinformation, les fake news, qui est un élément absolument clé. C'est d'autre part les risques sociétaux, la confidentialité des données, les risques sur l'emploi, les questions de propriété intellectuelle, les inégalités sociales. L'accès à l'intelligence artificielle, on le sait bien, nécessite aussi un vrai travail d'éducation et de formation. Et par rapport à ces trois risques, nous avons, nous, à imaginer une gouvernance mondiale qui, de mon point de vue, doit reposer sur trois idées. Je ne suis pas le seul à le dire, ça a été souvent évoqué, qui sont d'une part la question du rapport à la science. Il faut une recherche qui soit rigoureuse, qui soit en permanence actualisée, qui soit partagée. C'est d'autre part l'accessibilité. Et c'est enfin la question des normes internationales. Qu'est-ce qui est très dangereux aujourd'hui? C'est la fragmentation des règles internationales. Alors, moi, je voudrais par rapport à ça évoquer avec vous trois sujets. Le premier, c'est la question de savoir quelles sont les frontières de l'acceptable versus l'inacceptable. Et là, on est très vite confronté à un vrai sujet par rapport à l'intelligence artificielle. Si on met d'un côté la Chine, qui a imaginé un truc qui pour nous est à tous égards une langue étrangère, c'est-à-dire le principe de la notation via l'utilisation de l'outil d'intelligence artificielle, la notation des citoyens, la reconnaissance faciale et toute une série d'outils qui font que les Chinois peuvent avoir dans un certain nombre de provinces, en fonction des comportements individuels tracés, des bonus ou des malus qui leur donnent accès à des avantages ou pas. C'est à l'opposé de notre culture. Et c'est un vrai sujet, nous qui sommes attachés à la liberté et à l'individu, c'est un vrai point de débat. Vous savez aussi qu'en Iran, on est en train d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour tracer le comportement des femmes au regard du voile, et c'est aussi pour nous évidemment un sujet important. Et puis vous avez l'autre versant, celui des Américains, et on a tous vu comment Donald Trump lançait les stylos à la foule
des décrets qu'il avait auparavant signés. Et parmi ces décrets, quand même, on voit bien qu'il y a tout de suite une espèce d'auto-appropriation des sujets par les grands fabricants d'intelligence artificielle et qui, avec une rapidité phénoménale, ont rallié l'approche très libertarienne, quand même, défendue par Donald Trump, ou en tout cas certains de ses soutiens. Et nous, on est au milieu des deux et on essaie de voir, nous les Européens, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et on est confronté évidemment au pire des dilemmes. Et croyez-moi, quand je vous dis le pire des dilemmes, je le dis en connaissance de cause. Qu'est-ce que nous pouvons réglementer et qu'est-ce que nous ne devons pas réglementer? Plus nous réglementons, plus nous rendons le coût, l'investissement lourd et difficile, tout en ayant la volonté de préserver un certain nombre de libertés. C'est tout le débat auquel on est confronté. L'IA Act, qui a été imaginé par la Commission européenne, soutenu par un très grand nombre de chefs d'État, résume assez bien les enjeux. La lourdeur des nouvelles charges pour les entreprises européennes va évidemment être un frein, une barrière à l'entrée considérable et risque de conduire à énormément de délocalisation de nos entreprises vers les États-Unis, pour des raisons mécaniques que chacun comprend, et qui fait qu'on ne peut pas seulement se satisfaire de l'IA Act, et qu'il faut réfléchir à la manière d'appuyer un certain nombre de nos entreprises, sinon nous aurons perdu cette bataille comme nous avons perdu celle de l'Internet il y a de cela une quarantaine d'années, et c'est évidemment pour nous un sujet stratégique. Le deuxième point sur lequel je veux appeler votre attention, c'est la question de la manipulation des esprits. Je ne peux pas ne pas l'aborder devant vous. C'était le thème du livre que nous avions écrit avec Laurent Alexandre. C'est un sujet en réalité qui renvoie à notre humaine condition. Si je dois poser le dilemme, en fait, il est entre le concept de vérité et le concept d'information. La vérité, c'est rare, c'est coûteux, c'est long à trouver. L'information, c'est gratuit, c'est très rapide et ça ne demande absolument aucune contrainte de vérification. Le match est totalement inégal entre les deux. Et il résume assez bien le match tout aussi improbable entre les partis de gouvernement et les partis populistes. Les partis de gouvernement sont adossés à la recherche de la vérité, de la rationalité et de la démonstration. Les partis populistes ne sont intéressés que par la fabrication, non pas de la vérité, mais de l'information, quitte à déstabiliser la vérité et ceux qui en sont les tenants, par la rationalisation. Nous sommes dans une approche qui est extraordinairement complexe et l'introduction de l'intelligence artificielle dans ce débat, à travers l'image falsifiée, à travers la multiplication des infos et donc des infox qui conduisent à façonner les esprits, a pour principal objectif de rendre les populations non pas crédules, mais sceptiques. Et lorsque vous introduisez du scepticisme à mauvais escient, c'est-à-dire quand vous bousculez des vérités, alors vous les relativisez. Et moi, je l'ai testé 1000 fois dans tous les débats télé que j'ai pu faire, que ce soit sur des supports sur Internet ou dans les médias télévisés. Quand vous êtes confronté à un populiste, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, vous êtes dans une confrontation qui est forcément inégale et qui, on le voit dès les débats terminés, sont renforcés par une myriade d'interventions sur les réseaux sociaux. Et effectivement, dans ce domaine-là, les choses sont extrêmement complexes. Moi, je vous prends un exemple très très bête. Si vous venez expliquer à la télévision que vous avez des contraintes budgétaires qu'il faut respecter, qu'on ne peut pas mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre, pour essayer d'expliquer les contraintes économiques, budgétaires, fiscales, et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit non, mais votre histoire de bouteille d'1,5 litre dans une bouteille d'1 litre, c'est une opinion. C'est votre opinion. C'est pas la mienne. Et nous, on va bousculer tout ça parce que nous, on va renverser la table. Et d'ailleurs, vous avez échoué. Nous, on n'a jamais été au pouvoir. On nous a jamais essayé. Voilà. Donc là, il y a tout un travail à faire d'abord pour rappeler qu'ils ont été au pouvoir en d'autres temps. C'est pas parce que la mémoire flanche qu'il ne faut pas le rappeler. Et puis deuxièmement, parce que la loi de la pesanteur, c'est la loi et qu'à force de mentir aux gens, on génère des passions, de la radicalité. Et de ce point de vue, je le répète, aujourd'hui, le match est inégal parce que l'intelligence artificielle, le biais des algorithmes qui font converger sur les réseaux sociaux des, entre guillemets, infos qui confirment les croyances ou les préjugés existants, conduisent nécessairement à un match complètement asymétrique dont il est extraordinairement difficile de s'affranchir. Donc effectivement,
l'ingérence de l'intelligence artificielle dans les processus électoraux est aujourd'hui un sujet majeur par rapport aux grandes questions politiques de notre temps. Ce qui s'est passé en Roumanie n'a pas été tellement commenté, alors qu'en fait c'est un sujet incroyable. Une élection présidentielle d'un candidat totalement inconnu au bataillon 6 mois avant, dont on connaît la proximité avec la Russie et dont on comprend que son élection est très largement liée à des biais algorithmiques, qui a conduit la Cour constitutionnelle roumaine à annuler l'élection présidentielle, en dit long sur la menace que constituent ces sujets par rapport à nos enjeux démocratiques. Donc oui, il faudra d'une manière ou d'une autre réfléchir à l'encadrement de l'intelligence artificielle autant qu'on peut le faire, et en évitant ce que j'évoquais au début de mon propos, c'est-à-dire un encadrement qui conduise à paralyser toute activité en Europe sur ces sujets, alors que nous voyons bien les enjeux qui sont derrière. Alors c'est vrai, la manière de faire, c'est évidemment de responsabiliser les fabricants au sens large de l'intelligence artificielle, comme on le fait aujourd'hui pour ceux qui produisent des automobiles ou des médicaments, et qui sont aujourd'hui face à des chartes de responsabilité civile et pénale extrêmement claires. Nous n'avons pas cela aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme nous ne l'avons pas pour les plateformes. Et j'évoquais tout à l'heure la position du président de Meta, qui est pour nous un véritable sujet. Et puis c'est deuxièmement tout ce qui touche à l'éducation et à la sensibilisation. Et ça, c'est un point sur lequel aujourd'hui nous sommes très peu actifs et très peu proactifs. L'éducation aux technologies, à la pensée critique, la formation au danger des discours de haine, le fact-checking, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on renverse la vapeur et que finalement le scepticisme change de camp. Et qu'on soit capable d'expliquer que lorsqu'une info arrive massivement dans une communauté de réseaux sociaux, eh bien l'éducation au scepticisme doit se faire dans l'autre sens. Et qu'après tout, un message complotiste doit générer du scepticisme au lieu d'être pris comme vérité acquise sur la base d'infos non vérifiées. Ce travail-là doit être fait à l'envers, et c'est un énorme défi pour ceux qui veulent renouer avec la rationalité du débat politique. Enfin, le troisième point, il est géopolitique. Et là, je voudrais là aussi partager avec vous un sujet qui est pour nous totalement majeur. Je l'ai dit en introduction, c'est ce fameux G2, Chine, États-Unis, et l'incapacité des Européens à être à cette table-là. Je vois même des pays du Moyen-Orient aujourd'hui, je pense aux Émirats, je pense à l'Arabie saoudite, qui sont en train d'investir massivement dans ce domaine pour avoir leur propre singularité en la matière. Les Européens ont de ce point de vue un travail gigantesque à faire, et de mon point de vue, c'est pour partie déjà trop tard. Il faut que ce point soit traité de toute urgence par les instances européennes et par les États membres. Si on prend quelques exemples, en 2023, l'investissement sur l'IA, les US, c'est 68 milliards de dollars. La Chine, c'est 15 milliards de dollars. L'Europe, c'est 8 milliards de dollars. Voilà. Donc, on voit très vite les enjeux. Vous connaissez ce fameux dicton, les États-Unis créent, les Chinois copient, les Européens réglementent. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes au cœur de la problématique sur laquelle nous devons travailler. Le jour de l'intronisation de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a eu une annonce spectaculaire. La constitution d'un très grand projet américain, Stargate. D'ailleurs, assez drôle d'avoir appelé Stargate. C'était peut-être pour narguer un petit peu l'autre star, Elon Musk. Stargate, c'est 500 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2029. Donc en gros 100 milliards de dollars par an pour un projet constitué par OpenAI, SoftBank et Oracle, SoftBank les Japonais et Oracle. Les trois ensemble, avec Stargate, vont constituer, à l'heure où on se parle, le plus gros projet d'investissement de recherche en matière d'intelligence artificielle. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fait que dans ce domaine, avec le support des autorités américaines publiques, on se trouve dans une dynamique extraordinairement puissante et que nous, face à cela, nous sommes assez muets. Cette accélération des investissements par les Américains, couplée à un allègement des réglementations intérieures et des sanctions technologiques qui sont en train d'être annoncées, notamment avec la Chine, avec le blocage de l'accès aux semi-conducteurs, dont je rappelle au passage que Taïwan est un grand producteur, conduit évidemment à se poser, nous, toute une série de questions existentielles sur notre avenir dans cette aventure, nous, Européens.
Qu'est-ce qu'on doit réglementer? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut protéger les citoyens et les entreprises, mais en ayant à cœur de ne pas complètement bloquer la capacité d'un certain nombre de nos entreprises à imaginer à quoi pourrait ressembler un cloud, à quoi pourrait ressembler notre propre intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que nous, on peut essayer de créer par rapport à tout ça pour avoir un minimum d'indépendance? C'est ce qui est devant nous. Et puis, d'autre part, essayer de trouver cette voie moyenne entre les Américains et les Chinois, avec un cloud européen qui reste quand même un défi que je ne comprends pas et que nous ne soyons pas capables de relever. Et puis, bien sûr, de voir comment on peut améliorer de toute urgence la formation de nos élèves, le dépôt des brevets, tout autant de choses sur lesquelles il y a un vrai génie européen, mais qui aujourd'hui, je suis désolé de le dire, n'est pas suffisamment exploité. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour introduire la table ronde qui va suivre. Ce sommet, il est très important. Quoi qu'on en dise, et même si les Américains, préparons-nous psychologiquement à ça, vont arriver un peu arrogants, ils vont un peu ricaner, je préfère prévenir à l'avance, ils vont nous regarder de très haut, et ils vont considérer que bon, ça se fait à Paris, donc ils font l'effort de venir, après tout, Notre-Dame n'est pas loin, mais fondamentalement, ils nous ont exclus du jeu. Et donc il faut qu'on arrive à faire entendre une voix européenne, et singulièrement une voix française, dans les thématiques qui ont été retenues et qui, me semble-t-il, sont des thématiques extrêmement mobilisatrices, qui concernent l'investissement public, la question du travail, qui va être totalement transformée, bien sûr, et puis naturellement, à quoi peut ressembler des rendez-vous d'innovation pour les Européens dans ce contexte. Et puis après tout, rien n'empêche d'essayer de poser gentiment, poliment, sans énerver personne, la question de la gouvernance mondiale en la matière. Ça ne veut pas déranger, mais peut-être essayer de voir si on peut harmoniser 2, 3 petites choses avec nos amis américains, avec les Chinois, avec tous ceux qui seront présents, au moins poser le problème. Car après tout, tous ces sujets nous engagent et il ne faudrait pas que le monstre qui aura été créé vienne dévorer ses enfants. Parce qu'à la fin de la journée, il ne faut pas se tromper. L'intelligence artificielle, y compris dans sa partie apprenante, elle va nous piquer nos métiers quand même. Faut pas se mentir. Qu'est-ce que sera demain un avocat technicien dont la note juridique aujourd'hui est payée $1000 ou 1000 euros, correspondant à un travail de 30 heures ou 40 heures, brillante, remarquable, mais enfin l'intelligence artificielle, vous appuyez sur le bouton, vous l'avez gratuitement en exactement 30 secondes quand même. Donc la question va être posée, comme elle va l'être pour l'interprétation d'un cliché de radiologie ou un IRM, alors que l'intelligence artificielle vous permet 0% d'erreur, et que le praticien, il fait quand même 70-75% quand même de sécurité, pas plus. Donc on voit bien que le métier va changer. Et ma thèse, c'est qu'il y a une chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous prendre, en tout cas pas tout de suite, c'est l'affect. Bah oui, c'est l'affect. Parce que ça, pour le coup, l'accompagnement humain, c'est pas la même chose que l'accompagnement de la machine. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut faire notre différence, à condition évidemment de s'assurer d'avoir mis suffisamment d'ambition dans le projet et de cadre pour trouver le bon équilibre et ne jamais oublier que tout ça, ça a été fait au service de l'homme et non pas pour le détruire. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse enchaîner pour la table ronde. Les micros fonctionnent. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ce soir pour écouter ce débat que nous avons organisé, donc comme Vanessa Strauss-Kahn le rappelait, dans le cadre de notre institut géopolitique. Il se trouve que c'est le premier événement parce qu'on avait voulu l'organiser en lien avec le sommet qui va se tenir à Paris et dont Jean-François Copé a rappelé quelques enjeux. Mais bien sûr, on aura la vocation à organiser des débats sur beaucoup de sujets différents, touchant à la géopolitique, la géoéconomie, le business, comme le rappelait Vanessa. Je voudrais introduire très brièvement nos quatre invités. En premier lieu, donc, on écoutera Laure de Roussy-Rochegonde. Vous êtes donc à l'IFRI, directrice du Centre de technologie.
On vous a pas mal lu dans les médias, notamment sur les questions de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la guerre. Vous avez fait un livre sur la guerre dans l'intelligence artificielle dans la guerre. La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle, voilà. Je vais aller prendre le livre aussi de notre autre invité. Alors ensuite, on donnera la parole à monsieur Juha Heikkilä, qui est sur écran, que vous pouvez voir sur écran, qui représente la Commission européenne, qui travaille depuis de longues années sur ces sujets d'intelligence artificielle, de robotique, qui a contribué à développer les stratégies. On connaît les commissaires européens, bien sûr, mais c'est bien aussi de temps en temps de voir le visage de ceux qui travaillent derrière les bureaux et qui ont la compétence. Et vous n'êtes pas si nombreux que ça à la Commission européenne à travailler sur des dossiers extrêmement importants. Donc on est très heureux de vous avoir ce soir. Ensuite, on aura David Bertolotti, que je remercie d'être avec nous, qui, après avoir donné la vision européenne, qui est très importante, comme l'a rappelé Jean-François Copé. David Bertolotti, donc secrétaire général adjoint du Quai d'Orsay, qui a été directeur des affaires stratégiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a aussi travaillé longtemps à Eutelsat, comme directeur des affaires institutionnelles internationales et comme secrétaire général, mais qui a rejoint le ministère comme secrétaire général adjoint et qui nous parlera un petit peu des enjeux du sommet de Paris, de l'organisation. La gouvernance est un élément important, mais ce n'est pas le seul. Et donc, c'est important de pouvoir faire le point à quelques jours de ce sommet. Et le dernier intervenant, donc Pejman Gohary, qui nous donnera le point de vue des entreprises, parce que le but de nos débats, c'est effectivement aussi d'avoir le point de vue des entreprises dans une école qui est une business school. Pejman Gohary a travaillé sur les questions de transformation numérique, de big data, d'intelligence artificielle. 15 ans à la Société Générale, 4 ans à BPI France, et aujourd'hui vous avez votre propre structure de consultant, et vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le nouvel horizon de la transformation digitale, focus sur les données, cap vers l'IA » chez Duno, 2e édition. Voilà. Alors, commençons par l'ordre de Roussy-Rochegonde. Donc, vous allez publier bientôt une note sur la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Donc, vous êtes tout à fait qualifié pour nous parler de cet enjeu du sommet. Je rappelle que ce débat, bien sûr, est ouvert à l'ensemble des participants de la salle. Et je ferai en sorte qu'on ait un temps aussi d'échange et de questions. Mais il est aussi enregistré et il sera rediffusé sur les sites internet de l'Institut et de l'école. Merci Laure. Merci à vous et bonsoir à tous. Oui, effectivement, vous l'avez dit, la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle fait partie des 5 piliers du sommet de février. Ce qui est important à comprendre d'emblée, et je vais essayer de dresser rapidement le panorama de la gouvernance mondiale de l'IA à l'heure actuelle, c'est que l'aspect normatif, l'aspect de régulation fait partie intégrante de la compétition internationale pour l'IA. C'est-à-dire qu'il y a une compétition pour les investissements, pour les semi-conducteurs, pour les data centers, pour le cloud, que sais-je, pour les modèles, mais aussi pour être à la manœuvre et écrire le code de la route de l'IA. C'est comme ça que ça a été décrit par Chuck Schumer, qui est un sénateur américain. Finalement, tout le monde est comme un peu dans un film de Clint Eastwood. Il veut sortir son arme en premier pour éviter de subir les régulations de compétiteurs, voire d'adversaires. Pour commencer, peut-être, ça a été dit rapidement et donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais pourquoi faut-il réguler ? Cette question, elle est très liée à la question des risques de l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup des opportunités, on parle aussi beaucoup des risques, pour endiguer ces risques, la régulation est nécessaire et les approches nationales sont insuffisantes puisque ces technologies s'inscrivent dans des chaînes de valeur transnationales. Les entreprises qui les fabriquent sont des multinationales et donc face à ce développement exponentiel et à l'échelle mondiale, il faut évidemment penser une approche à la fois multilatérale mais même transnationale. Donc
endiguer les risques de l'IA, d'abord ceux qui concernent ce qu'on appelle le bien commun, donc effectivement la question des discriminations, des biais induits par les algorithmes qui sont là liés à la question de la responsabilité et de la transparence de ces technologies, les risques pour la vie privée, les libertés civiles, la surveillance de masse qui a été abordée, le risque de suppression d'emplois, de renforcement de la fracture numérique à la fois au sein des États, parce que finalement les emplois les moins qualifiés sont les plus exposés, parce que évidemment tous nos emplois potentiellement sont concernés par ces évolutions, mais on peut plus facilement se réorienter quand on est qualifié et quand on est formé, et donc on peut transformer son métier plus facilement que quand on a un métier tout simplement automatisable. La question de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, le coût environnemental également, puisque on se rend compte que les ressources énergétiques, hydriques nécessaires pour faire fonctionner les grands modèles d'IA sont absolument colossales, et donc peuvent entrer vraiment en contradiction avec un agenda de développement durable. Ensuite, il y a également des risques plutôt pour la paix et la stabilité internationale. Donc, il a été déjà question de la cybersécurité, des manipulations de l'information, l'arsenalisation de l'intelligence artificielle, notamment dans les armes autonomes, qui sont le sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, font peser des risques très importants, notamment un risque d'abaissement du seuil d'entrée en conflit, avec finalement une propension à recourir à la force plus importante du fait de la facilité à le faire avec ce type de technologie. Un autre enjeu de la régulation, c'est de répartir les externalités de ces technologies. Parce que finalement, il y a des bénéfices, des externalités positives, mais aussi des externalités négatives. Et pour l'instant, elles sont très mal réparties, à la fois parce qu'il y a une forte concentration du marché, donc quelques acteurs économiques bénéficient très massivement de toutes les retombées positives de l'intelligence artificielle, et aussi parce qu'il y a un clivage nord-sud où on a des travailleurs du clic qui sont plutôt dans des pays émergents et en développement, et qui alimentent des modèles d'intelligence artificielle qui bénéficient plutôt à des populations occidentales, ce qu'évidemment les pays dits du sud global n'apprécient pas tellement. Donc face à ces externalités universelles, là aussi, le besoin de régulation globale se fait sentir. Enfin, il faut préciser que l'intelligence artificielle, c'est une technologie à usage général, c'est une technologie polyvalente, donc qui a aussi des conséquences sur d'autres enjeux globaux, à la fois les droits humains, la justice, la fiscalité, la diversité culturelle, l'environnement, on en a déjà parlé. Et donc, pour faire face à ces défis qui touchent à des sphères si variées, c'est là aussi très important d'avoir une approche collective. Et face à ces défis immenses, les régulateurs se sont mis en ordre de marche, et je vais y venir tout de suite, mais avancent en ordre dispersé. Et c'est pour ça que quand on s'intéresse davantage à la manière dont actuellement se fait la gouvernance de l'intelligence artificielle, on constate une forme de balkanisation de cette gouvernance, puisque si on prend les 3 grands blocs de l'IA, ou c'est comme ça qu'on les appelle parfois, que sont les États-Unis, l'Europe et la Chine, chacun s'est lancé un peu dans la course à la régulation, avec alors évidemment l'AI Act dont on a déjà parlé et dont on reparlera probablement. Le Conseil de l'Europe a aussi mis en œuvre une convention cadre à ce sujet, dans l'espoir de provoquer un effet Bruxelles, ce qui avait notamment pris cours après le RGPD, donc sur la question des données personnelles, et qui avait permis à l'Europe d'exercer une forme de rayonnement normatif, d'extraterritorialité vers le reste du monde. La Chine aussi, et ça on le sait moins, s'est lancée dans la régulation, puisque la Chine d'abord a une volonté de refondre de la gouvernance mondiale à son profit, puisqu'elle estime qu'elle est pas favorisée par les institutions internationales telles qu'elles existent actuellement. Elle veut aussi contrôler étroitement le numérique sur son territoire, et donc c'est pour ça qu'elle est très active sur le plan normatif, à la fois en
déposant beaucoup de brevets. Elle a développé ces 10 dernières années 60% des brevets en IA, contre seulement 20% pour les États-Unis. Donc c'est vraiment très important. Alors ça ne veut pas dire que ça devient des normes mondiales, etc. Mais il y a quand même un vrai activisme de ce point de vue-là. Et par ailleurs, elle s'est lancée dans la régulation à la fois de la recommandation algorithmique avec une loi de 2021 dans la régulation des contenus synthétiques, les deepfakes en 2022 et de l'IA générative en 2023. Alors plus parce qu'il y a une crainte de déstabilisation politique permise par ce type de technologie, mais malgré tout, il y a un enjeu et une volonté de, là aussi, peser sur l'encadrement de l'IA. Aux États-Unis, on avait l'executive order qui avait été évidemment une étape très importante, qui a été révoquée par Donald Trump quelques heures après son investiture. Donc on a un peu un point d'interrogation sur la manière dont cette situation peut évoluer. D'une part, on a vu que beaucoup de magnats de la tech américains ont prêté allégeance à Donald Trump avant même son investiture, et on voit pourquoi aujourd'hui, avec l'annonce de ce projet Stargate, la révocation de l'executive order, ils avaient effectivement beaucoup à gagner à le faire. Pour autant, il faut comprendre que le décret présidentiel de 2023 est mis en œuvre principalement par les agences fédérales, et donc il y a une possibilité malgré tout que les directives qui y sont associées soient mises en œuvre parce que Donald Trump appellerait le deep state. C'est pas dit, mais ça pourrait se produire. Il y a également beaucoup d'initiatives multilatérales. Alors là, vraiment, pour faire une liste à la Prévert, il y a le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle qui est hébergé à l'OCDE depuis 2019. Depuis 2019 aussi, les principes de l'IA de l'OCDE. En 2021, l'UNESCO a fait des recommandations éthiques. En 2023, le G7 a lancé le processus d'Hiroshima qui a sorti un code de conduite volontaire, et à cela s'ajoute ce qu'on pourrait appeler une diplomatie des sommets. Alors le premier a été à Bletchley Park en novembre 2023, c'était le AI Safety Summit. Il y en a eu un autre à Séoul depuis. Là, dans quelques jours, on aura le AI Action Summit de Paris. Le risque, c'est d'avoir un phénomène de forum shopping où en fait les acteurs s'investissent dans une enceinte ou une autre en fonction à la fois de la contrainte assortie aux réglementations qui peuvent en ressortir, et aussi en fonction de la volonté qu'ils ont d'embêter leurs compétiteurs en faisant promulguer des normes qui peuvent s'avérer des contraintes d'un autre côté. Il y a des alternatives d'acteurs non étatiques, parce que par exemple les entreprises du numérique, même si elles sont plutôt hostiles à la régulation, ont tout un tas d'initiatives de partenariats éthiques, et donc, tout ça s'inscrit aussi dans une volonté on pourrait dire, d'ethics washing, un peu comme le greenwashing, c'est-à-dire dire qu'on fait quelque chose pour encadrer l'intelligence artificielle, alors que bon, c'est des engagements volontaires, pas contraignants et pas suivis surtout. Donc en fait, ils peuvent dire oui, on s'engage à respecter les principes de l'OCDE par exemple, mais après, qui va vérifier, qui va proposer un mécanisme vraiment contraignant? Personne, donc ça coûte pas grand-chose. Et donc pour dépasser ces vœux pieux, ces déclarations d'intention, il y a, semble-t-il, besoin de renforcer la coopération multilatérale, et pour ça, quelques recommandations, et j'en termine. D'abord, il est essentiel, à notre sens, de travailler à l'inclusivité au service du consensus, parce que c'est en ayant une approche qui intègre à la fois des acteurs du Sud, mais aussi la société civile, les scientifiques, qu'on pourra avoir une forme de consensus. D'abord parce que c'est en partant d'un consensus scientifique qu'on pourra faire advenir des normes universelles, et aussi parce que c'est le seul moyen de mettre en cohérence, mettre en musique ces différentes initiatives. Un organe de régulation semble important, même si là, pour le coup, c'est un peu prêcher dans le désert que de vouloir ça actuellement, mais pour mettre en œuvre et assurer la conformité à ces normes collectivement partagées.
Il faut veiller également à la traduction de ces grands principes. Alors, on les entend souvent, équité, inclusivité, IA de confiance, IA responsable. Mais qu'est-ce que ça veut dire techniquement? La traduction en termes techniques est très importante et les ingénieurs, parfois, quand on leur pose la question, disent mais en fait, une IA de confiance sur le plan technique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc la traduction en termes techniques est très importante. Il faudra attention à une autre chose, c'est à ce que les principes soient visibles à la fois dans les procédures, mais aussi dans les résultats. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle d'une IA inclusive, ça veut dire évidemment qu'il faut être inclusif dans la gouvernance de l'IA, mais ça veut dire aussi que les résultats produits par des systèmes d'IA doivent ne pas aller dans le sens d'inégalités supplémentaires ou de discrimination supplémentaire. La question de l'articulation avec les régulations nationales est aussi cruciale, puisque c'est le seul moyen d'assurer la cohérence des règles entre différentes réglementations nationales, entre différentes politiques publiques. Et donc, on ne peut pas penser uniquement à l'échelle internationale. Il faut bien veiller à ce que ça découle dans les régulations nationales. Et enfin, il est absolument indispensable de réfléchir à une gouvernance future-proof, c'est-à-dire qui ne soit pas sans cesse dépassée par la rapidité des avancées technologiques et qui puisse finalement être pérenne. Et là, pour le coup, l'AI Act et la Convention cadre du Conseil de l'Europe ont pris en compte ces questions de manière assez pertinente. Voilà, merci. Merci beaucoup Laure pour ce panorama très complet du sujet de la gouvernance internationale avant le sommet de Paris. Merci d'avoir rappelé effectivement les grandes échéances et puis tous les enjeux et les différents instruments et toutes les difficultés que peut poser la régulation. Alors je vais passer la parole à Monsieur Equilet. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, je vous entends bien. Parfait. Alors, je vous passe la parole et puis surtout, je vous remercie d'avoir accepté de parler français parce qu'on a organisé ce débat en français. Pas seulement parce que c'est le sommet de Paris, mais aussi parce qu'on avait des intervenants qui étaient tous francophones. Donc, on fera aussi, bien sûr, des débats en anglais. Mais vous êtes la preuve vivante et visuelle que la francophonie n'est pas morte à Bruxelles, monsieur Equilet, parce que vous avez accepté, sur un sujet aussi technique sur lequel vous travaillez, j'imagine, au quotidien en anglais, de parler français à nos intervenants. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici à cette conférence pour expliquer un peu l'approche de l'Union européenne et ce que nous faisons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'en fait, nous considérons l'intelligence artificielle une technologie avec beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de bénéfices. Elle peut contribuer à la résolution de beaucoup de problèmes sociétaux auxquels nous faisons face, comme par exemple le défi environnemental. Mais il y a bien sûr certains risques. Mais à cause de ces effets fondamentaux de l'intelligence artificielle, nous avons mis en place une stratégie compréhensive sur l'intelligence artificielle que nous développons déjà depuis 2018. Donc, c'est rien de nouveau, c'est rien qui est arrivé avec le règlement sur l'intelligence artificielle, mais est vraiment quelque chose sur quoi nous travaillons depuis très longtemps. Mais il y a beaucoup plus que seulement la régulation. Donc, c'est souvent effectivement l'impression qu'on a. Et dans mon travail, surtout sur le plan international, je dois souligner le fait qu'il y a effectivement 3 piliers, que nous investissons quand même beaucoup d'argent dans la recherche, l'innovation et le déploiement de l'intelligence artificielle. Et ça depuis très longtemps. En fait, notre programme de financement dans le programme
cadre date de 2005, plus ou moins, donc ça fait 20 ans. Donc, on a une tradition longue dans le domaine. En fait, dans l'avenir, nous mettrons encore l'accent encore plus sur cet aspect-ci, comme a été communiqué par la nouvelle commission et la commissaire qui est chargée des technologies digitales. Hein. Deuxièmement, bien sûr, nous assurons que l'IA puisse être utilisée sans souci et avec confiance dans l'Union européenne. Donc ça, c'est l'aspect qui comporte aussi le règlement sur l'intelligence artificielle. Et troisièmement, nous engageons sur le plan international pour promouvoir la gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Pour ce but, nous sommes actifs à tous les forums principaux où ces questions sont discutées. Nous avons des relations bilatérales avec un nombre important de pays tiers. Alors, mais revenons à la question sur le règlement. Pourquoi un règlement européen? Pourquoi un règlement sur l'intelligence artificielle en général? L'intelligence artificielle a certaines caractéristiques spéciales. Les systèmes ont souvent beaucoup d'autonomie. Ils apprendissent de l'environnement lors de leur fonctionnement. Ils consomment également beaucoup de données et il y en a d'autres, la possibilité de prévenir leur comportement n'est toujours donnée. Et ça cause certains risques et effectivement pour protéger les Européens, pour protéger leur santé, leur sécurité et leurs droits fondamentaux, on a décidé d'avoir un règlement sur l'IA. Pourquoi au niveau européen? Bien évidemment, les règles nationales divergentes pourraient entraîner une fragmentation du paysage juridique, mais aussi la fragmentation du marché intérieur dans l'Union européenne. Donc, pour cette raison, il était important, à notre avis, d'avoir un règlement européen avant que les États membres commencent à réglementer cette technologie. Donc, le règlement sur l'intelligence artificielle garantit la sécurité juridique dans l'Union européenne. Nous considérons le règlement sur l'intelligence artificielle favorable à l'innovation. Pourquoi? Parce que le règlement a une approche basée sur les risques des systèmes et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et le règlement vise à l'équilibre entre l'innovation et protection. Donc, cet équilibre est très important et en fonction du risque, il y a des mesures qui varient. Donc, il y a certaines interdictions, notamment la notation des citoyens déjà mentionnée, la manipulation subliminale. Puis, la deuxième couche, si on peut dire comme ça, il y a des systèmes à haut risque. Donc, systèmes qui, à notre avis, posent un risque élevé aux citoyens, mais quand même des systèmes qui puissent être utiles. Hein. Et pour cette raison, il y a deux catégories. Donc, les systèmes qui sont destinés à être utilisés comme un composant de sécurité d'un produit déjà couvert par la législation harmonisée de l'Union européenne, ou des systèmes qui sont dans des domaines suivants. Certains domaines, infrastructures critiques par exemple, éducation et formation professionnelle, accès et droit aux services privés essentiels, et services publics essentiels. Donc, pour ces systèmes de haut risque, on a certaines règles et une évaluation de conformité avec ces règles. Une évaluation de conformité préalable est la condition de la mise sur le marché de l'Union européenne de ces systèmes.
Donc, ça, c'est en fait le cœur de notre règlement sur l'IA de l'Union européenne. Et puis, il y a une troisième couche d'obligation de transparence pour les fournisseurs, les déployeurs de certains systèmes de l'intelligence artificielle. Et surtout, ça consiste en signaler à l'utilisateur, si ce n'est pas évident autrement, qu'ils sont en interaction avec un système de l'intelligence artificielle, ou bien également signaler les deepfakes. Donc, ces systèmes sont également autorisés. Il n'y a pas l'obligation de faire l'évaluation de conformité préalable, mais quand même, il y a certaines obligations de transparence. Pour le reste, il n'y a pas de règles et ces systèmes qui n'appartiennent pas à ces catégories-là peuvent être mis sur le marché européen sans problème. Il y a une autre catégorie encore, les modèles d'IA à usage général, c'est-à-dire génératif, donc comme ChatGPT, Claude, etc. Et puis, pour ce type de système, il y a certaines règles spécifiques de transparence ou encore de plus qui concernent le système qui comporte éventuellement un risque systémique. Donc là, il n'y a plus d'obligation. Il doit garantir un niveau approprié de la cybersécurité, par exemple. Voilà, donc ça c'est en quelques mots l'approche et le règlement sur l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le sommet de Paris, nous sommes bien sûr très reconnaissants à la France pour l'organisation de ce sommet, surtout le fait que la France a invité tous les États membres à ce sommet. Ce n'était pas le cas avec les deux sommets précédents, Bletchley et Seoul. Et aussi pour le fait que la France a étendu le sommet, donc ce n'est pas seulement une question de sûreté des systèmes IA, mais aussi innovation, travail et la gouvernance et autres aspects importants. En ce qui nous concerne dans l'Union européenne, nous travaillons ensemble avec les États membres pour avoir des positions communes sur la déclaration du sommet, mais surtout, nous voulons mettre en évidence l'intelligence artificielle européenne. Donc, il y a plusieurs séances différentes pour mettre en évidence et valoriser l'intelligence artificielle européenne, pour mettre en évidence les entreprises européennes, les développeurs européens qui travaillent sur l'intelligence artificielle du point de vue européen. Voilà, merci. Ça, c'est ce que je voulais dire au début. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aikile, pour votre intervention qui nous montre bien effectivement les enjeux de l'approche européenne, le AI Act qui a été adopté, je crois, en 2023, 2024. Voilà, et on est passé au sommet de Paris. Alors, cher David, peux-tu nous donner quelques éléments sur l'organisation de ce sommet, ses attentes, la position de la France ? Bien volontiers. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Maxime pour cette invitation à l'ESCP sur ce qui va être l'un des temps forts diplomatiques de cette année en France. On a quelques grands sommets que nous accueillons cette année. Il y a le sommet de Paris sur l'IA. Il y aura au mois de juin le sommet des Nations Unies sur les océans. Et donc celui-là est le premier grand rendez-vous diplomatique. Alors je note au passage qu'on est au moins 2 dans ce panel à avoir préparé nos notes sur un bon vieux bloc-notes et à la main. Donc c'est une conférence garantie sans ChatGPT, ce qui est, enfin je ne sais pas si c'est rassurant ou pas finalement. Mon voisin de droite est déjà plus moderne parce que j'ai vu qu'il a des notes sur son téléphone. Une approche hybride donc.
Alors, donc ce sommet des 10 et 11 février, enfin et même un peu plus, mais je vous dirais quelques mots, peut-être un peu plus d'organisation, surtout si vous voulez y prendre part. Il y aura des segments ouverts au public. Quel est l'enjeu ? Eh bien, l'enjeu, c'est au fond répondre à une question simple, mais aux implications très complexes. Comment réussir le virage de l'intelligence artificielle ? Et donc, pas seulement comment réguler. Je voudrais insister là-dessus, même si la régulation est un peu le chapeau de ce panel. Ce n'est pas ou pas seulement un sommet de la régulation. C'est plutôt un sommet qui vise à essayer, au fond, de réaliser, de concrétiser la promesse de progrès que porte l'intelligence artificielle dans un cadre de confiance et en contenant les risques. Ça n'est pas non plus seulement, et ça a été dit par les orateurs précédents, un sujet, un sommet sur l'éthique ou la sécurité, à la différence notamment du premier sommet de ce mouvement diplomatique et de consultation internationale qui était celui de Bletchley Park, dont il a été fait mention, qui était très centré au fond sur la question un peu existentielle, allons-nous tous mourir à cause d'une IA hors de contrôle ? Et l'IA menace-t-elle l'humanité ? Qui est une question extrêmement importante, et nos amis britanniques ont bien fait de la poser. Mais nous avons voulu élargir la focale et élargir aussi les participants. Donc, quand on a dit ça, quels sont les objectifs de ce sommet de Paris ? Eh bien, il y en a 3. Tout d'abord, garantir l'accès à l'intelligence artificielle au plus grand nombre. Ensuite, parvenir à penser conjointement la transition technologique et la transition environnementale. Et puis, enfin, ce sont tous les enjeux autour de la gouvernance de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire bâtir collectivement un système de gouvernance de l'IA. Alors, je vais essayer de revenir rapidement sur chacun de ces objectifs, en commençant donc par la question de la garantie d'un accès à l'IA au plus grand nombre, ou pour le dire autrement, de tendre vers une IA au service de l'intérêt général. Alors l'idée là, c'est de combler le fossé dont on voit bien qu'il est en train de se creuser entre des producteurs d'IA, au fond en assez petit nombre aujourd'hui, et même dans une posture assez monopolistique, et simplement des consommateurs d'IA un peu passifs. Et donc l'idée, c'est de s'assurer, peut-être au travers d'une fondation qui pourrait être annoncée à l'issue de ce sommet, de trouver les voies et moyens d'une recherche et d'application de l'IA tournée vers l'intérêt général, c'est-à-dire d'avoir au fond une IA des communs, comme on a déjà un certain nombre de communs numériques, dans le logiciel libre, dans les jeux de données en libre accès, d'avoir aussi une fondation et des financements, notamment, qui garantissent une IA au service de l'intérêt général et qui permettent à des projets d'intérêt général d'être financés, notamment. Deuxième objectif, c'est penser conjointement transition technologique et transition environnementale, ou pour le dire autrement, de trouver une trajectoire soutenable, notamment en termes de consommation d'eau et de consommation d'énergie de l'IA. On sait en fait aujourd'hui que la trajectoire internationale d'IA est insoutenable. Un chiffre simple, on sait d'ores et déjà que les besoins en énergie des différents modèles d'IA que nous connaissons aujourd'hui seront en 2026 10 fois supérieurs à ceux qu'ils étaient en 2023. On voit bien que si ça continue sur cette trajectoire-là, ça ne marche pas. Or, nous voulons tous que ça marche pour trouver des solutions en matière de santé, y compris d'ailleurs en matière d'environnement même.
mais pour cela, encore faut-il que cette trajectoire ne déraille pas complètement. Et c'est pour cela que nous voudrions à ce sommet qu'il naisse au moins une coalition ou une communauté de l'IA soutenable qui rassemblera des acteurs de tout type, publics, privés, qui s'engagent sur un certain nombre de bonnes pratiques, sur des actions en faveur d'une IA soutenable, sur des standards aussi qui rendent l'IA plus soutenable. Troisième objectif, enfin, bâtir donc collectivement un système de gouvernance de l'IA qui soit à la fois efficace et inclusif. Et là-dessus, je voudrais insister sur un point. Il y a déjà plusieurs de mes collègues qui ont évoqué les 3 blocs, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Bien entendu, il y a une vérité là-dedans, mais je voudrais quand même dire que ça ne se résume pas, ce débat de la gouvernance, à un débat entre ces 3 blocs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on fait le compte de cette myriade d'initiatives en matière de gouvernance, il y a seulement 7 pays dans le monde qui peuvent dire qu'ils sont partie prenante de toutes ces initiatives. Soit qu'ils y étaient inclus, soit tout simplement qu'ils aient la capacité diplomatique d'y participer. Et à l'inverse, il y a 119 États aujourd'hui qui ne sont membres de rien du tout. Et ça n'est tout simplement pas acceptable et ça commence à inquiéter beaucoup de pays en dehors des 3 blocs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons voulu, nous, France, confier la coprésidence de ce sommet de l'IA à un grand pays dit du, entre guillemets, sud global, l'Inde, parce que le Premier ministre Modi sera présent à Paris, et d'ailleurs le sommet est aussi adossé à une visite d'État du président Modi. Du Premier ministre Modi. Voilà, ça dépasse le sujet de ces 3 blocs selon lequel on caricature parfois un tout petit peu le débat sur la gouvernance. Et en tout cas, nous avons l'ambition de sortir du sommet de Paris avec déjà une cartographie un peu plus claire des efforts de gouvernance déployés aujourd'hui et surtout des liens créés plus solidement et plus efficacement entre les forums existants. Bien entendu, et M. Ekile l'a dit, ce sera aussi un temps fort pour l'Europe. J'en profite pour remercier la Commission européenne d'être un partenaire, y compris un partenaire financier de ce sommet. C'est vrai, nous avons invité cette fois-ci tous les États membres de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas des exercices précédents. Et nous espérons que ça soit vraiment aussi un temps fort pour l'Europe, pour mettre en avant le règlement sur l'IA et pour mettre en avant aussi tout un certain nombre de savoir-faire et de compétences en Europe. Et j'aurais l'audace de corriger un tout petit peu ce qu'a dit Jean-François Copé au début. Il a repris cette formule célèbre, effectivement, des Américains qui créent, des Chinois qui copient et des Européens qui inventent. Moi, je voudrais un peu retourner la formule et dire qu'en matière numérique, les Européens inventent. Il y a plein de choses en matière numérique et d'IA qui ont été inventées en Europe. Le Bluetooth, c'est européen. Le Wi-Fi, c'est européen. Les protocoles TCP/IP, sans lesquels l'Internet ne fonctionnerait pas, c'est européen. On a Mistral en matière d'IA. Voilà. Donc les Européens innovent. Les Américains, c'est vrai, trouvent les business models et les financements pour faire fonctionner tout ça et le passer à l'échelle. Ça, on peut leur donner ce crédit-là, bien entendu. Et quant aux Chinois, ils ont aujourd'hui leur propre voie. Mais voilà, j'espère que ce sommet sera aussi un moment de démontrer que l'Europe est un acteur pas du tout déclassé en matière d'IA. Alors, dernière série de remarques rapidement pour vous donner un avant-goût du sommet lui-même et vous dire comment ce sera organisé. D'abord, aucun sujet ne sera éludé, et là aussi c'est un peu la nouveauté de ce sommet, alors qui a voulu embrasser beaucoup, et on espère que ce sera un succès, mais beaucoup d'énergie diplomatique est mise dedans, avec 5 thèmes. Qui ont été associés à 5 envoyés spéciaux et coordonnateurs français. Donc l'IA d'intérêt public, l'avenir du travail,
l'innovation et la culture, l'IA de confiance et la gouvernance dont on a déjà parlé. Et tout ça déroulé selon 3 temps, parce que ça n'est pas que le sommet des 10 et 11 février. En réalité, ça va commencer les 6 et 7 par des journées scientifiques, parce que l'IA, c'est quand même de la science, hein, avant d'être de la diplomatie ou de la régulation. C'est de la science, donc il y aura des journées scientifiques. Ça enchaînera sur un week-end culturel, les 8 et 9. Et je vous invite à aller regarder en ligne le programme de ce week-end culturel qui est plutôt coordonné par le ministère de la Culture, donc dans Paris, autour de la grande bibliothèque, du MK2, grande bibliothèque, beaucoup de conférences et d'événements et d'expositions également à la conciergerie avec des performances artistiques ouvertes au public. Donc ça sera intéressant pour débattre et se cultiver sur l'IA. Et puis enfin, la séquence des dirigeants, des entreprises et des solutions dans un lieu unique, donc qui sera la ruche du Grand Palais, les 10 et 11 avec des centaines de contributeurs, des projets d'IA d'intérêt public qui sont ramenés via une association avec le Forum de Paris pour la paix, pour que tout ça soit véritablement un sommet pour l'action. Hein, c'est son nom. Encore une fois, ce n'est pas le sommet de la régulation, ce n'est pas le sommet de la sécurité, c'est un sommet pour l'action et pour trouver des solutions et de nouvelles coalitions d'acteurs. Voilà, merci. Merci beaucoup, David, de nous avoir éclairé un peu mieux sur effectivement l'organisation, les enjeux du sommet de Paris et aussi les attentes d'un point de vue français. Alors, Pejman Gohary, les entreprises dans tout ça, comment est-ce que vous voyez, vous, les attentes des entreprises par rapport à ces questions de régulation de l'intelligence artificielle, de gouvernance internationale, peut-être même aussi directement du sommet de Paris? Imaginez le feu qui a été découvert par l'homme. Alors, on voit bien ses dangers. On voit que les dégâts que ça a fait il n'y a pas très longtemps ouest américain. On peut le regarder du côté très négatif et de dire ça pose un vrai problème, dévastateur, si on ne la maîtrise pas, et la voir comme une espèce de peur. Versus un vrai changement qui a pris du temps pour que petit à petit, l'homme puisse maîtriser et transformer dans un vrai processus industriel, sociétal. Et aujourd'hui, la question sur le feu ne se pose plus. Et c'est quelque chose qui est beaucoup mieux maîtrisé. Malgré tout, on voit les dérives que rien que l'armement peut faire avec, pareil, le feu en question. L'IA, on a exactement la même question, vue de l'entreprise, vue de pratiquant mathématicien que je suis ou consultant sur la partie IA. Vous l'avez évoqué, c'est de la science. C'est des mathématiques et des données et du computing qui a permis en fait pas d'innover, mais de créer quelque chose en fait qui permet d'apporter une accélération. La régulation, c'est un vrai sujet au sein des entreprises avec une inquiétude et une garantie. Garantie d'avoir une certitude que l'IA aujourd'hui qui va être quasi du sel dans les plats, on va le voir intégré dans nos systèmes d'information. Dans votre Macintosh, PC, iPhone, smartphone, etc., vous allez avoir pas un, pas deux, mais des centaines d'IA en fait, qui seront quasi déjà intégrés ou qui vont être intégrés. La question qui va se poser, c'est quelle confiance je vais accorder. Moi, en tant qu'individu ou chef d'entreprise, je n'ai pas les moyens d'aller contrôler A plus B, que tout ce qu'il y a derrière, il y a un niveau de confiance. Au même titre que la question qu'on se pose sur la partie cybersécurité, Internet aujourd'hui, la question on ne se pose pas, est-ce que je vais utiliser Internet français, européen, américaine? Quand je suis un multinational, je vais utiliser les infra-Internet qui me sont à disposition. L'objectif, c'est comment je vais la maîtriser et comment je vais maîtriser la sécurité pour que le danger de cybersécurité, je puisse la contrôler au mieux et créer de la valeur. Parce que la finalité de l'entreprise, c'est la création de la valeur et comment je vais pouvoir progresser. Donc, la question essentielle est la maîtrise. La maîtrise des risques qui sont associés,
la régulation qui va arriver, qui est positif, mais aussi craintif. Aujourd'hui, les différents responsables dans les entreprises, c'est vraiment un question mark. Est-ce que j'ai un GDPR bis ou pas? Voilà. Quel impact ça me crée? Moi, je suis un multinational. J'ai un siège à Paris, un siège à San Diego, un siège en Asie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3 régulations à gérer. En tant que patron, je vais devoir avoir des spécialistes sur ces différents sujets. La réponse aujourd'hui, oui. Demain, j'espère, on ira vers une espèce de convergence. En tout cas, les entreprises vont pousser à ce qu'on ait une simplification. Simplification ne signifie pas on efface les problèmes, mais le rendre les plus intelligibles possibles et la maîtrise qui va bien. On est au sein d'une très belle école. La formation continue et la connaissance. Le point essentiel, ce n'est pas 10% de nos collaborateurs dans les entreprises qui vont comprendre qu'est-ce que c'est que l'IA. On a des data scientists, on a des AI, des ML, des MLOps. On a tous les acteurs en fait qui vont maîtriser la première couche, comment je vais bâtir et comment je vais maîtriser la première bout de technologie. En fait, l'enjeu, c'est 100% de l'entreprise qui comprend comment est-ce que ce feu va transformer quoi qu'il se passe, nos sociétés, notre économie, nos industries. Et il faut que tous les acteurs puissent maîtriser le sujet. Ça, c'est un vrai tas de sable qui est en face de nous. Et le sujet, c'est pas texto. Un patron. Pageman, c'est bon, j'utilise ChatGPT. J'ai compris l'IA. Si on résume l'intelligence artificielle à ChatGPT, on a déjà tout faux, et ça a été évoqué. Le sujet, ce n'est pas que l'IA génératif. L'IA est beaucoup plus vaste et globale. Et à nouveau, ce sera immergé dans quasi toutes les technologies. Donc, c'est important, ce sujet maîtrise et l'échange qu'il va y avoir entre les entreprises et les écoles pour que cette relation de formation initiale et formation continue et formation sur le tas, c'est crucial. On va dire, c'est peut-être quelque chose où nos amis les Américains, en tout cas dans les entreprises, c'est quelque chose qui commence à être acquis, où les collaborateurs vont apprendre sur le tas. Ça commence à venir en France sur le sujet. C'est un vrai point sur lequel il faut qu'on se batte. L'innovation. La beauté de notre pays, de la France, c'est être connu, par exemple, pour le luxe, être connu pour avoir les meilleurs chefs, en tout cas avoir incarné qu'est-ce que c'est qu'un chef étoilé. Eh bien, l'innovation. Vous interrogez, imaginez ce table ronde, on va mettre Mistral, ChatGPT et Meta LLM, et on va leur poser exactement les questions qui sont posées là. C'est d'un ennui effroyable. Pourquoi? Parce que l'IA et l'IA générative va creuser sur les données qui existent dans les différents écosystèmes, Internet, etc. L'innovation humaine va bien au-delà de ça. Notre clé, c'est dans l'innovation, c'est dans les brevets, c'est de la manière dont on va créer de la nouveauté. Tant mieux qu'on ait un Mistral chez nous, et ça, c'est bravo pour ça, même si sur la partie économique actionnariale, on voit bien que les lignes bougent. Donc, il ne faut pas qu'on se cache derrière juste est-ce que Mistral est juste français. Il y a une vraie question qui est au-delà de la maîtrise. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette IA? Comment les entreprises vont se l'approprier grâce à tout l'écosystème et créer les innovations, les produits futurs. Le futur qui n'est pas écrit aujourd'hui, qu'on va devoir, dans certains cas, réinventer. Oui, M. Copé disait il y a certains jobs qui vont disparaître. C'était quasi connu. On n'est pas en train de dire des choses, on l'échangeait dans les sphères, dans les cercles d'acteurs. Je prends le métier d'un consultant, on a évoqué le métier d'avocat, on a parlé de métier de radiologiste. Oui, on le savait que si petit à petit la machine commençait à prendre, ça allait au-delà. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà. Comment la médecine peut aller craquer des sujets qu'on a sur les génomes, qui est un vrai sujet sur lequel, sans l'IA, on ne va absolument pas y arriver. Donc, et plein d'autres choses sur lesquelles on a besoin d'avoir la maîtrise.
le sujet de l'ESG, on en a parlé. C'est peut-être un des facteurs sur lesquels moi je suis le plus inquiet. On a parlé de l'enjeu climatique il y a quelques années. On a un président américain qui a balayé d'une signature des décisions qui ont été prises. Il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger. La compétition d'ajouter en fait des couches et des couches de computing pour avoir des IA de plus en plus géniaux, c'est très bien. Malgré tout, moi, le rêve d'Elon Musk d'aller sur Mars, why not? Moi, j'aime bien la Terre. Voilà. Il y a un vrai sujet qui est la maîtrise de l'écosystème et d'avoir une approche en fait très systémique. Et on a vu les acteurs publics qui sont venus chercher les acteurs au niveau des entreprises pour responsabiliser autour du climat. Il y a cet enjeu autour de l'IA qui est sa maîtrise au-delà de la régulation. Comment est-ce qu'on va la consommer? Comment est-ce qu'on va l'utiliser pour le bien commun de l'humanité, mais aussi pour la planète, donc avec toutes les démarches Data or AI for Good ou d'autres écosystèmes. Donc ça, ce sera peut-être le vœu final que j'aurai sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, on peut éventuellement prévoir un temps d'échange entre vous si vous voulez réagir aux propos que vous avez tenus les uns et les autres, mais ça peut être bien aussi de donner un peu la parole à la salle et de permettre à ceux qui se sont déplacés de poser leurs questions ou faire leurs remarques de manière à ce que nos invités puissent aussi s'exprimer par rapport à vos attentes. Voilà. Qui est-ce qui souhaiterait poser une... Alors, je vois déjà deux bras qui se lèvent. On a des micros. Merci beaucoup. Bon, première question ici. On peut peut-être prendre 2 ou 3 questions, puis après faire un petit tour de table. Allez-y. Bonjour, je suis journaliste à l'AFP. J'ai une question donc, sur... donc vous avez évoqué qu'il y aurait une fondation à l'issue du sommet pour l'IA dans l'intérêt général. Je voulais savoir quels seront les moyens financiers alloués à cette fondation. Et deuxième point, vous avez aussi parlé d'engagement pris pour une intelligence artificielle plus soutenable. Je voulais savoir quels seraient les moyens pour vérifier que ces engagements vont être tenus par les acteurs qui vont les prendre. Merci. Alors, autre intervention? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais poser une question par rapport au fait, est-ce que vous êtes optimiste ou pas par rapport à l'Europe aujourd'hui? C'est-à-dire que je sais que vous avez déjà parlé de ce sujet-là au niveau diplomatique, au niveau entreprise et au niveau plus recherche, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a en Europe, les difficultés financières qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est une réalité, on a les moyens de concurrencer les États-Unis ou pas? Alors ça, c'est un sujet qui était évoqué dans le rapport Draghi, qui consacre plusieurs pages à l'IA et qui évoque effectivement la mobilisation de moyens financiers. Il y a des tas de préconisations très pratiques. Sarah? Oui. Sarah Bertin, qui enseigne dans le Master Business Diplomatie, dont je salue les quelques étudiants qui se sont déplacés. Moi de même. C'est plus une question pour Laure de Roussy-Rogemont. Monsieur Jean-François Copé a parlé de la désinformation. On sait historiquement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale était lié à l'entre-deux-guerres à une grande campagne de désinformation. On en connaît les systèmes, on en connaît les raisons économiques. On sait que quand il y a des économies en crise et une polarisation de nos populations, il y a de la place pour la désinformation. On sait également que l'être humain a un biais, qu'il lit les informations qui correspondent le plus à son mode de pensée et ne va jamais vers les informations de type contraire. Est-ce que dans ces réflexions sur la régulation, ce sont des choses que vous incorporez ou pas du tout? Bon, alors prenons ces 3 premières questions. Peut-être la première pour David sur la fondation et les moyens financiers. Oui, alors je vais peut-être décevoir
notre auditrice. Bon, je ne veux pas complètement déflorer les annonces qui doivent intervenir au sommet. Ce que je peux dire, c'est que le budget de cette fondation, enfin, si elle veut faire une différence, il est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros qui sont à trouver. Sur plusieurs années au total. Et l'idée, ce sur quoi travaille donc Martin Tinet, qui est l'envoyé spécial pour cette dimension d'IA dans l'intérêt général, et son équipe, c'est d'avoir vraiment un financement public-privé qui mêle des contributions d'État, des contributions d'entreprises, des contributions de fondations philanthropiques, etc. Et l'idée, évidemment, c'est d'avoir sécurisé au moment du sommet un pourcentage substantiel du total, on va dire, aspirationnel dont cette fondation devrait être dotée. Sur votre autre question concernant la soutenabilité de l'IA et qui va contrôler, alors c'est déjà l'étape d'après. Ce qu'on aimerait déjà poser, c'est un certain nombre de bonnes pratiques, de cadres, de lieux aussi où on puisse poser ce débat, avoir encore une fois adopté un certain nombre de bonnes pratiques environnementales, de standards, d'encourager aussi, c'est aussi une question de recherche, hein. Je reviens sur ce que vous disiez. C'est de la recherche aussi, une IA plus respectueuse de l'environnement pour abaisser les niveaux de consommation énergétique, mais aussi pour réfléchir à d'autres modes d'utilisation de l'IA, pas seulement, encore une fois, les très grands modèles dont on parle beaucoup, qui absorbent un peu l'attention, ChatGPT ou ses équivalents. Il existe des modèles plus petits qui adressent des sujets plus spécifiques en travaillant sur des jeux de données moins importants, mais qui n'en produisent des résultats pas moins importants dans certaines disciplines. Savoir justement développer ces petits modèles plus économes plutôt que des grands, ça fait aussi partie de cette réponse. Donc c'est pas, encore une fois, la question de l'environnement, c'est pas uniquement on va imposer des nouvelles règles environnementales et donc on va créer un gendarme de l'IA verte. C'est tout un ensemble d'initiatives. Yuhua, je vais vous proposer peut-être d'intervenir parce qu'il y a une question sur l'Europe, mais n'hésitez pas aussi à intervenir par rapport aux propos qui ont été élaborés, et exprimés préalablement. On vous écoute. Oui, merci. Donc, si j'avais bien compris, parce que l'audio n'était pas parfait, mais il y avait une question sur les mesures réglementaires concernant la désinformation et l'utilisation de l'IA pour ce but-là. En fait, dans l'Union européenne, nous avons un paquet de mesures, un paquet de législation qui concerne effectivement des aspects divers numérique. Et puis, en fait, le règlement sur l'IA n'est pas le seul règlement en matière, mais il y a aussi, et ça concerne effectivement les deux règlements concernent plutôt effectivement ces aspects soulevés par le public, c'est-à-dire je ne connais pas malheureusement les noms français, mais il y a le Digital Services Act et Digital Markets Act qui imposent certaines obligations sur les plateformes, surtout s'ils ont une position importante sur le marché européen. Donc, il y a des mesures et maintenant, effectivement, il y a une investigation en cours sur la base de cette législation. Donc, ce sont les moyens qu'on peut utiliser effectivement pour lutter le problème bien évident et bien connu. Donc, effectivement, il faut prendre en considération l'ensemble des mesures que nous avons mises en place dans l'Union européenne dans la matière numérique.
Je vous rassure, on dit bien DSA, DMA aussi en français. Hein. On dit même parfois AI Act. Mais je crois qu'il y avait une autre question qui était posée pour savoir si l'Europe avait suffisamment de moyens, était suffisamment préparée pour réussir le tournant de l'intelligence artificielle. Je crois que c'était ça votre question. Hein. Est-ce que, alors évidemment, ça suppose de prendre un peu de champ, de hauteur sur l'ensemble des politiques européennes, mais comment est-ce que l'Europe a réagi, par exemple, à ce qu'a pu écrire Mario Draghi dans son rapport sur l'intelligence artificielle? En fait, comme j'ai constaté au début déjà, il y aura maintenant, on met plus l'accent sur effectivement ces aspects d'innovation. Et puis voilà, on a déjà publié il y a un an, plus ou moins, un paquet de mesures pour développer la capacité des ordinateurs à haut débit pour aussi faciliter l'accès à ces ordinateurs par des développeurs de l'intelligence artificielle. En fait, ces ordinateurs, high performance computing, comme on dit en anglais, ce réseau est un vrai succès européen. Et puis maintenant, on est en train d'essayer de faciliter l'accès à cette capacité aux petits et moyennes entreprises et les développeurs, les chercheurs. En ce qui concerne effectivement le rapport, nous avons une réponse à ce rapport et les recommandations qui consistent en développant encore plus les secteurs principaux, c'est-à-dire veiller à ce qu'il y aura plus de demande au système d'intelligence artificielle, veiller à ce qu'il y aura plus de compétences dans les industries primordiales de l'Europe, donc les écosystèmes principaux. Donc on essaye de promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces écosystèmes. Et on est en train de développer les mesures qu'on a mises en place il y a un an, encore de plus, en mettant en œuvre un nouveau paquet Apply AI, effectivement, en réponse au rapport Draghi. Merci beaucoup, Yoa. Juste un mot pour dire qu'effectivement, le rapport Draghi souligne le rôle de l'Europe dans les supercalculateurs, dans l'informatique quantique. Donc, il y a quelques atouts sur lesquels les Européens peuvent s'appuyer. Il y a peut-être une réaction de Pejman, puis ensuite je passe la parole à Laure sur la troisième question. Sur la partie, est-ce que l'Europe est des place to be? Je ne pense pas que... si on prend uniquement l'action que mène BPI France, aujourd'hui, il fait un pas de porte. Au contraire, c'est ouverture vers plein d'initiatives. On profite aujourd'hui maintenant d'un écosystème d'investissement financier, private equity assez importante pour avoir beaucoup de startups en fait, qui ont été lancées. Le sujet, c'est à nouveau l'innovation. Comment on va se démarquer par rapport aux autres acteurs? Donc le sujet, ce n'est pas lié géographique. Et justement, avec l'IA, la question va être, ce n'est plus un sujet géographique. C'est comment, et même la partie financement n'est plus liée par rapport à un pays, à un écosystème. Le sujet, c'est comment vous allez comprendre en fait l'écosystème et apporter les meilleures solutions et la meilleure innovation. C'est tout. Et on a quand même des très très bons acteurs. Un petit clin d'œil à Yann Lequin, mais aussi plein d'autres sur lesquels, patron de Mistral, etc. Donc l'innovation, c'est le point clé. Et l'Europe, moi je suis un éternel optimiste, clairement. Merci beaucoup pour cet optimisme. Laure? Oui, moi aussi, je suis optimiste. Je pense qu'effectivement, je me permets de répondre aux deux questions. Hein. Je pense que l'Europe a des atouts. Il y a un chiffre qui est intéressant, qui est que selon le AI Index Report de 2023, qui fait référence dans le secteur, parmi les modèles les plus avancés dans le monde, 61 sont américains, 15 sont chinois et 21 sont européens.
Donc en fait, on est quand même devant la Chine. On a des atouts, on est derrière les États-Unis, certes, mais on a un écosystème de start-up, ça a été dit. On a aussi un tissu de formation dont le SCP fait partie, qui est extrêmement solide, extrêmement reconnu. On a le programme Erasmus qui permet des échanges, ça aussi c'est propice à l'innovation. On a une école de mathématiques, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Donc effectivement, les atouts sont là. Ce qui manque probablement, c'est une stratégie plus intégrée, parce que ce qui est sûr en revanche, c'est que la France ne pourra pas exister toute seule dans cette compétition internationale pour l'intelligence artificielle. Et actuellement, il y a un peu des redondances dans les logiques d'investissement dans cette technologie, parce que le Royaume-Uni veut être le champion de l'IA, la France veut être la championne de l'IA, l'Allemagne aussi. Il faut vraiment comprendre que pour avoir la masse critique, que ce soit en termes d'investissement, en termes de données, en termes de force de frappe, il faut s'unir. Et l'autre grand point d'interrogation, c'est le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, et pourtant c'est un acteur très important de l'intelligence artificielle, et donc peut-être qu'il y a aussi un format à penser de ce point de vue-là, sur une manière de faire de l'IA collectivement. Sur la désinformation, effectivement, c'est un enjeu extrêmement important, parce que l'intelligence artificielle démultiplie les capacités à faire de la désinformation grâce au deepfake dont il a déjà été question, grâce aux méthodes d'amplification algorithmique sur les réseaux sociaux qui permettent de donner l'illusion parfois d'une opinion extrêmement massivement partagée, alors que c'est des bots qui retweetent par exemple à la suite, et c'est pas des opinions authentiques. Il y a aussi un problème qui est lié au phénomène de bulle de filtre, qui fait que, et ça c'est malheureusement ce qui est encore plus dangereux comparé à l'entre-deux-guerres, c'est que du fait de la façon dont les algorithmes fonctionnent, chacun est enfermé dans son environnement informationnel qui interagit finalement très peu avec à la fois des opinions contradictoires, même des faits parfois qui peuvent être déplaisants pour des raisons X ou Y. Et donc je pense que ça c'est un enjeu qui est bien identifié, qui fait vraiment partie des risques de l'intelligence artificielle qui sont compris. Il y a des propositions qui commencent à émerger. Ça fait partie aussi des sujets qui vont être abordés pendant le sommet. Par exemple, le fait de labelliser les contenus générés par IA, qui fait partie des efforts développés actuellement. Et juste un dernier point, parce que je pense que pour revenir à la fois sur cette question de la régulation, sur la désinformation et de l'innovation, je pense qu'il y a une rhétorique, alors au risque de m'inscrire en faux avec la keynote, mais bon, mon camarade se l'est déjà permis, donc c'est moins audacieux de ma part. Je pense qu'il faut sortir de ce narratif qui veut présenter comme antagoniste l'innovation et la régulation. C'est pas antagoniste, c'est complémentaire. Et vouloir dire que l'un empêche l'autre, c'est en fait tout simplement un récit des géants du numérique américain qui effectivement eux n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une régulation forte en Europe, mais en réalité le fait de combler les vides juridiques, le fait d'avoir comme ça a été dit une harmonisation des réglementations nationales sur le marché européen et de pouvoir développer sereinement des technologies en ayant la confiance du public parce qu'on sait assurer de maîtriser les risques, c'est propice à l'innovation. Et donc, il faut aussi comprendre que tous ces éléments sont propices à une déconcentration du marché et ouvrent la porte à de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs. Et ça, évidemment, ça embête beaucoup les big tech américains. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas complètement se laisser happer par cette rhétorique qu'on entend en permanence et avoir une approche plus optimiste de la régulation et de la gouvernance. Merci beaucoup pour cet optimisme à nouveau, c'est très rassurant. Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième salve de questions? Alors, je vois deux mains qui se lèvent, allez-y. Bonsoir.
J'ai deux petites questions. La première concerne les risques qui sont abordés. Donc, on a entendu parler de risques cybersécurité, sociétaux, politiques, gouvernementaux. Il y a un risque sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est le risque de décroissance économique par rapport aux entreprises françaises qui n'auront pas les moyens suffisamment pour prendre ce virage de l'IA. On l'a vu sur le cloud, en partie la régulation participe un peu, c'est pas forcément un côté pessimiste, on l'a vu sur le virage du cloud. Aujourd'hui, la régulation impose des process d'éligibilité des données de migration vers le cloud parce que tous les cloud providers sont américains, donc ça apporte de la lourdeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais les entreprises... Monsieur Gohary a passé par la Société Générale, j'ai accompagné beaucoup de banques françaises pour aller dans le cloud. On a mis du temps pour y aller, mais on l'a fait mais au coût de beaucoup d'efforts. Et le deuxième sujet concerne un sujet que monsieur Bertolotti a évoqué, qui est, moi, peut-être une vraie piste à creuser en France, à l'échelle de l'Europe, c'est l'open source. En France, on a pas mal d'associations autour de ce sujet, une open source we trust. Est-ce qu'aujourd'hui, l'investissement public dans l'open source ou privé géré par le public ne sera pas une solution pour développer un acteur aux IA françaises, européennes? Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonsoir. Moi, je viens de gros groupes français. J'étais membre de différents comités exécutifs. Donc, je voudrais juste vous faire partager 2 minutes ce qu'on a dans les entreprises, puisque ce mot n'a pas encore été prononcé ce soir. Non. Si, j'ai dit monsieur Gohary présenter le point de vue des entreprises. Oui, mais permettez-moi de dire que pour moi, l'entreprise n'est pas encore représentée dans ce qu'on a dit ce soir. Faut-il réguler? Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en ayant été depuis plus de 10 ans en charge des transformations digitales au sein, encore une fois, de gros groupes français, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué dans les entreprises françaises. Et on voit bien dans les filiales à l'étranger, en Europe aussi. Pourquoi? Parce que on parle aujourd'hui de régulation de l'AI Act, mais il faut voir aussi que les entreprises françaises, elles sont soumises à l'ensemble des réglementations européennes, plus l'ensemble des réglementations françaises, et qu'aujourd'hui, après le RGPD, après plein d'autres lois, l'AI Act, la CSRD, 1000 indicateurs, etc., moi, je suis pour, évidemment, parce que ce sont dans mes valeurs, et tout le monde est pour. Mais il faut bien se rendre compte que avec des budgets serrés, avec des ressources limitées dans les entreprises privées, les entreprises, elles étouffent. Et aujourd'hui, on le voit bien, l'IA n'est pas développée comme il le faut dans les entreprises privées parce que c'est les premiers budgets qui sautent aujourd'hui. Parce que comme on est en crise économique, la première chose qui saute en général, c'est la com, le marketing, et l'IA, forcément, parce qu'on se dit on va faire ça, on a fait ça jusqu'à maintenant, on va faire ça. Donc il y a un vrai problème de développement de l'IA au sein des entreprises, à part quelques boîtes du CAC 40. Franchement, on est quand même loin du but. Et il y a en plus une peur de l'IA, parce que, évidemment, comme on a réglementé avant d'avoir peur, et ben finalement, au sein des entreprises, aujourd'hui, on a des acteurs comme le contrôle interne, la direction juridique, etc., qui ont déjà fait effectivement des process dans lesquels on doit s'inscrire avant de pouvoir développer de l'IA. Donc on a étouffé et on étouffe les entreprises françaises. Donc moi je trouve que ça serait important quand même de soulever ce point-là. Faire des fondations, remettre ça, on a déjà plein d'organismes, etc. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de recumuler des organismes et des budgets à droite à gauche alors qu'on doit faire de l'efficacité, comme l'a dit d'ailleurs la ministre du Travail sur les contrats seniors, où il y a plein d'organismes avec plein de budgets et qu'elle veut remettre en un seul? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises françaises, c'est très compliqué et je trouve ça dommage parce qu'on est en train de prendre du retard. Et dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a encore discuté à un sommet mardi matin avec la NDRH. Et ben, il y a du shadow IT partout dans l'entreprise. Et qu'est-ce que c'est que le shadow IT? C'est que individuellement, comme on a quand même besoin de l'IA, et ben on va chercher nous-mêmes nos besoins en tant que collaborateurs. Et là, on met en danger tout ce que vous êtes en train de dire sur la régulation, parce qu'on va chercher à droite, à gauche des process qui ne sont pas forcément les bons, qui peuvent mettre en danger la sécurité des systèmes, etc., etc. Voilà, je voulais juste vous faire part de ça, parce que je pense que c'est quand même important. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ju, tu ne voulais pas poser une question? Non? Une troisième question avant qu'on redonne la parole à nos invités? Oui, je vois ici.
C'était juste, vous aviez évoqué au début l'impact de l'IA par rapport au contenu qui est protégé par les droits d'auteur, par la propriété intellectuelle. Et je me demandais si vous aviez un peu des exemples concrets de réglementation qu'il pourrait y avoir autour de ce sujet-là, parce que là c'était assez vague. Et si ces réglementations, si elles ont lieu, est-ce qu'elles seraient plus orientées vers le futur, donc c'est-à-dire pour les futurs modèles, ou plus punitives, étant donné que les modèles existants ont déjà été entraînés en masse sur le contenu qui était protégé. Et donc, quelle perspective il y aurait de trouver ce juste milieu entre gérer le mieux pour le futur et sans trop pénaliser les nouvelles innovations par rapport à celles qui sont venues avant ce genre de réglementation. Alors peut-être Pejman en premier. Oui, vous avez raison, la transformation au sein des entreprises est compliquée. Je ne dirais pas qu'en France. Je ne dirais pas qu'en France, aux États-Unis aussi. On pourra faire la somme si vous voulez. Peut-être que nous, on met un accent un peu plus sur le sujet. Je laisse l'aspect en fait régulation de côté, qui est un vrai sujet sociétal et étatique. Il y a un vrai sujet qui est aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est dans votre cercle ou pas, la compréhension de ce que c'est que l'IA au sein des entreprises. Ça aujourd'hui c'est plutôt la priorité 1. Je vais en faire l'IA, pourquoi faire? Pour prendre des décisions, pour accélérer mes processus, on est d'accord? Pour accélérer mes recrutements, pour mieux coder, pour mieux trouver des marchés clients et accélérer en fait la vente de mes produits. Et c'est ça en fait qui est le plus recherché pour regarder. Aujourd'hui, on a des freins. Alors, je pourrais faire le Rex de l'autre côté, qui est les freins sur la partie qu'est-ce que je vais en faire de l'IA. Et on a fait l'exercice de faire une abstraction dans une entreprise, de dire il y a 0 régulation. Il n'y en a aucune. Qu'est-ce qu'on fait sur l'IA? Et concrètement, quels sont les sujets sur lesquels on va le déployer? Et on s'aperçoit que les usages, il n'y en a pas tant que ça encore. Donc, c'est un vrai sujet transformationnel et sur lequel il y a la partie régulation, mais au-delà de ça, il y a un sujet sur la partie innovation qui va avec. Oui, quelques éléments de réponse aussi aux différentes questions. J'ai essayé de les grouper parce qu'en fait, je trouve qu'elles se rejoignent en réalité. S'agissant des entreprises étouffées par la réglementation, j'entends le propos. J'ai été secrétaire général d'un groupe du SBF 120, implanté multinationalement. Et oui, j'ai appliqué de la réglementation européenne, américaine et parfois d'autres pays. Oui, ça a un coût d'organisation. Enfin, en même temps, quand c'est la condition d'exercice de votre métier, vous le faites. En tout cas, le faire est certainement préférable à prendre le risque de ne pas le faire. Encore une fois, j'ai été dans un secteur, les télécommunications spatiales, où vous ne faites à peu près rien sans une autorisation. Vous ne lancez pas un satellite, il ne peut pas émettre, il ne peut pas être reçu, vous ne pouvez pas distribuer un décodeur sans avoir une autorisation. Les modalités d'obtention de ces autorisations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc oui, ça crée de la complexité. Est-ce que c'est une raison pour n'avoir aucune réglementation sur l'intelligence artificielle? Je ne le pense pas. Y compris parce que certaines de ces réglementations peuvent protéger aussi des entreprises, en particulier contre des abus de position dominante. Enfin, je pense qu'aucune entreprise française n'a intérêt à ce que dans les 10 ans qui viennent, elle soit confrontée à un monopole ou à un oligopole d'acteurs de l'IA. Très clairement, parce que quand vous n'aurez le choix qu'entre 2 acteurs pour vous équiper en IA pour votre entreprise, et que du jour au lendemain ils vous diront qu'ils multiplient leurs tarifs par 10 et que vous êtes pieds et poings liés, c'est peut-être à ce moment-là que vous regretterez que le secteur n'ait pas été un peu mieux régulé. Ce qui m'amène à la transition vers la question du logiciel libre, parce que justement c'est aussi une des réponses.
de développer davantage ce qui est libre. Je fais d'ailleurs une légère distinction, c'est pas du tout pour être pédant, parce que je suis pas un spécialiste de l'IT, mais entre le libre et l'open source. Le libre, c'est plus que l'open source. L'open source, c'est juste de dire je rends public mon code. Et donc il est auditable en quelque sorte. Le libre, c'est beaucoup plus que ça. C'est pouvoir répliquer librement, c'est avoir accès aux jeux de données également derrière. Donc c'est plus que ça. Et d'ailleurs, il y a des entreprises aujourd'hui qui jouent là-dessus, qui disent non, mais moi je suis open source, mais qui en fait montrent rien du reste. C'est par exemple, c'est pas du tout une attaque contre Meta, mais c'est ce que Meta fait par exemple sur Facebook en disant je rends public l'algorithme ou une partie de l'algorithme, mais rien d'autre. Donc effectivement, développer davantage tout ce qui est libre, donc tout ce qui est commun numérique, d'avoir des jeux de données libres pour entraîner des IA, d'avoir des IA libres d'accès, ça peut effectivement être une piste, et c'est l'une des choses que ambitionne de favoriser cette éventuelle fondation qui pourrait être l'un des livrables du sommet. Et dernier point pour vous répondre, monsieur, sur la question de la propriété intellectuelle. Oui, il y a des exemples où de la réglementation a permis de faire changer l'attitude de certains acteurs, et je pense tout particulièrement à la question des droits voisins en matière d'information de presse. Puisque il y a quelques années de cela, un certain nombre d'organes de presse se sont aperçus qu'à travers des outils comme Google News, par exemple, leur contenu était capté, mis en avant sur les moteurs de recherche, d'ailleurs souvent résumé, à un tel point que les utilisateurs n'allaient plus sur les sites de presse et se contentaient des résultats de Google News, sans que tout ça, bien entendu, ne rémunère les producteurs de cette information. Parce que là aussi, alors vous allez dire que décidément, je m'en prends beaucoup à Jean-François Copé qui n'est plus là. Quand il dit que l'information est gratuite, c'est pas tout à fait ce que vous direz des journalistes. Parce qu'il opposait information et vérité, mais enfin, produire de l'information, ça a un coût. Et donc, pour ces entreprises de médias qui, tout d'un coup, n'étaient plus rémunérées, c'était un problème. Un certain nombre d'États, et notamment l'Espagne au début, ont voulu s'attaquer seuls à la question et exiger que des droits soient perçus sur ce que publiait Google et d'autres plateformes. La réponse a été initialement non. Quand l'Union européenne, tout ensemble, s'y est mise et a adopté son approche européenne des droits voisins, eh bien là, les plateformes ont commencé à payer des droits. Et donc ça contribue à continuer de faire vivre les entreprises de presse et les entreprises de médias. Donc c'est aussi un exemple de résultat positif d'une réglementation, pour autant qu'elle soit à l'échelle européenne et non pas seulement nationale. Yua, est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet de la régulation et propriété intellectuelle ? En fait, sur ce point-là, non, mais j'aurais quand même un commentaire, si vous permettez, à quelque chose qui a été mentionné avant par effectivement Madame de Roussy-Rocheconde, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle qu'il faudrait en fait un peu relativiser ces histoires, ce narratif de antagonisme entre l'innovation et protection. En fait, la régulation peut en fait préconiser l'innovation parce que la régulation met en place un environnement stable aux entreprises, et en fait, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui est quand même important pour les entreprises. Selon nos connaissances basées sur les échanges que nous avons eus avec les entreprises, avoir un environnement stable que nous avons déjà en Europe en matière de l'intelligence artificielle. Et en fait, si vous comparez maintenant la situation en Europe à la situation aux États-Unis, là, il y a 50 États, et puis chaque
a le pouvoir de régulation de l'intelligence artificielle. Il y a déjà quelques-uns, Colorado par exemple, qui a une loi sur l'intelligence artificielle. Au niveau fédéral, il n'y en a pas. Mais ça signifie qu'il y a effectivement une situation peu stable, peu prévisible, unclaire. Et en fait, je voudrais également introduire un autre aspect dans cette conversation, si vous permettez, parce qu'on parle comme si c'était seulement l'Europe qui a cette approche de régulation. Mais il y a d'autres pays, en fait. La Corée du Sud, le Brésil, le Canada, ils ont des projets de loi, ou même des lois comme la Corée récemment. Donc, il y a d'autres pays. L'Australie s'y intéresse beaucoup. Elle parle avec nous pour savoir un peu quelles étaient nos expériences, comment faire, etc. La décision n'a pas été prise encore, mais c'est une possibilité réelle que l'Australie aurait aussi peut-être dans l'avenir un règlement ou une loi sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a plus d'appétit de la régulation au niveau mondial. Ça, c'est un changement par rapport à la situation en 2021, quand nous avons introduit le projet de règlement. Donc, de cette manière, effectivement, on peut constater que la situation a changé un peu au niveau mondial par rapport à il y a 3 ans. Merci beaucoup. Laure, un dernier mot? Oui, très rapidement. Je pense que c'est important sur ces questions de réglementation de ne pas prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette et comprendre que de toute façon, les normes n'existent pas pour embêter les entreprises ou pour créer des lourdeurs. Elles existent parce que des risques réels sont face à nous. En fait, le droit, ça n'est que des contraintes. Le code civil, ça n'est que des contraintes. Le code de la route, ça n'est que des contraintes. On peut rouler moins vite. On doit respecter les feux rouges, etc. Mais en fait, si on ne fait pas ça, il y a plus d'accidents de voiture et il y a plus de morts sur la route. Et encore, là, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est des risques sans commune mesure avec ce dont on parle pour le code de la route ou le code civil. Donc, effectivement, comme toute contrainte juridique a ses lourdeurs, mais elles sont là pour protéger les citoyens français, européens, pour empêcher des catastrophes. Enfin, je veux dire, on peut prendre aussi l'exemple du Titanic. Le Titanic, c'était une prouesse technologique. Il y a un certain nombre de normes de sécurité qui n'ont pas été respectées et on a vu ce que ça a donné. Et d'ailleurs, ironie du sort, le sous-marin qui était utilisé pour aller explorer l'épave du Titanic, lui non plus n'a pas respecté les normes et on a vu ce qui lui est arrivé aussi. Donc bon, voilà, après, on est toujours libre de faire tous les contournements qu'on veut. Sur la propriété intellectuelle, oui, effectivement, il y a beaucoup de créateurs de contenu au sens large, des journalistes, des artistes, même d'ailleurs des développeurs de code informatique qui ont attaqué en justice, par exemple OpenAI, pour ne pas le citer, mais d'autres acteurs de l'IA générative. Et donc, les contre-mesures face à ça, c'est aussi, par exemple, de laisser la possibilité aux créateurs de contenu d'autoriser ou non l'entraînement de modèles sur ce qui est leur propriété intellectuelle. Nous, par exemple, à l'Institut français des relations internationales, on a un site internet sur lequel on a évidemment beaucoup d'analyses différentes, de publications, etc. Et on a la possibilité maintenant de ne pas laisser GPT, donc le modèle qui permet à ChatGPT de répondre à nos questions, s'entraîner sur nos analyses. Après, bon, c'est aussi une question, et il y a probablement des bénéfices au laisser-faire, mais ça fait partie des moyens de rendre aussi aux citoyens et aux utilisateurs et aux créateurs de contenu, dans le cas du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, les moyens de se prémunir, là encore, face aux géants du numérique qui, jusqu'à présent, ont opéré en dehors de tout cadre et en se protégeant derrière
du droit anglo-saxon, notamment le principe de fair use, mais qui a été complètement détourné pour faire une sorte de pillage de beaucoup de rédactions, d'artistes, etc. Oui, pardon de reprendre le micro, mais juste très brièvement, parce que je voulais faire écho à ce que disait M. Ekile et Laure de Roussy-Rochegonde, pour vraiment essayer de tuer un peu cette idée que, notamment en matière numérique, l'Europe serait un enfer réglementaire et les États-Unis un paradis juridique. C'est pas vrai du tout. Il y a énormément de réglementations aux États-Unis aussi, et je trouve que on appréhende un peu trop ce sujet à travers uniquement le prisme où là, il est vrai, il y a une différence sans doute des questions de liberté d'expression, sur les réseaux sociaux, où là, effectivement, en raison de traditions très différentes entre l'Europe et les États-Unis, il y a une approche qui peut diverger sur l'ampleur de la réglementation. Encore que d'ailleurs, parce que au moins sur la fin de l'administration Biden, on commençait à avoir une convergence entre Européens et américains sur les questions de réglementation du discours politique en ligne et de perturbation des processus électoraux. Donc on voyait qu'il y avait quand même... mais en matière numérique, et là c'est encore une fois avec mon ancienne casquette que je vous parle, je peux vous assurer que par exemple, si vous êtes une entreprise étrangère qui veut être active aux États-Unis et par exemple être fournisseur du gouvernement américain, que ce soit pour des services numériques ou pour autre chose, vous devez vous soumettre à une réglementation cyber qui est effrayante. C'est bien plus drastique que ce qu'on doit faire en France. Donc voilà, il ne faut pas forcément opposer. Il y a des raisons pour lesquelles peut-être que les États-Unis innovent plus parfois que l'Union européenne en matière numérique, mais la réponse n'est pas forcément du côté de la réglementation. Merci. Je crois qu'il est 20h, donc je pense qu'on va arrêter à l'horaire prévu, et c'est bien qu'on ait réussi à tenir parfaitement le timing. Je voudrais qu'on remercie beaucoup nos 4 intervenants ce soir. Je pense qu'on a, en tout cas moi j'ai beaucoup appris sur effectivement notre modèle européen, le fait de ne pas forcément opposer réglementation et innovation, contrairement à ce qu'avait pu peut-être laisser penser le propos introductif de notre speaker, et puis l'idée qu'on a un modèle européen, mieux comprendre les attentes du sommet de Paris. Et donc on remercie encore une fois vivement nos intervenants, et en particulier M. Ekile qui a accepté de se connecter en ligne avec nous, mais dans des circonstances techniques qui finalement ne sont pas si mauvaises que ça. Et on souhaite plein succès. On attend de lire impatiemment la note de Laure sur la gouvernance internationale à l'IFRI, et on souhaite plein succès au sommet de Paris pour l'approche européenne et pour le succès du sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.